Je suis arrivé au manoir de ma sœur Patricia pour le dîner d'anniversaire de notre mère, avec mon fils de 7 ans, Ethan, me tenant fermement la main. Au moment où nous sommes entrés dans la salle à manger, j'ai senti le froid. Patricia a fait glisser un verre d'eau sur la table en acajou poli vers Ethan, tandis que ses 3 enfants étaient assis devant des plateaux de homard élaborés, le beurre dégoulinant sur leur menton. Elle m'a regardé avec des yeux froids et a dit « On ne nourrit pas les extras ». Notre mère, Linda, a ajouté avec un regard dédaigneux. « Tu devrais connaître ta place, Joshua ». J'ai forcé un sourire, serré la main tremblante d'Ethan sous la table, et répondu aussi calmement que possible, « C'est noté ». Puis la sonnette a retenti. Le chef privé était arrivé. La porte d'entrée s'est ouverte et Antoine est entré, un artiste culinaire renommé dont je reconnaissais le visage dans les magazines gastronomiques locaux. Patricia l'avait engagé pour 1 500 $ afin d'impressionner ses amis du country club qui occupaient les autres sièges autour de la table. J'ai vu les yeux de mon fils se remplir de larmes alors qu'il prenait une gorgée de son eau, essayant de ne pas regarder le festin devant ses cousins. Madison, l'aîné de Patricia, âgé de 10 ans, s'est penché et a chuchoté assez fort pour que tout le monde entende. « Pourquoi ton père n'a pas d'argent comme notre père ?» Son frère, Trevor, 8 ans, a ri et a ajouté « Ouais, vous êtes pauvre ». La plus jeune, Chloé, 5 ans, fixait simplement Ethan avec confusion, ne comprenant pas encore tout à fait la cruauté, mais sentant la tension. Patricia ne les a pas corrigés. Au lieu de cela, elle s'est tournée vers ses invités et a annoncé d'une voix dégoulinante de fausse sympathie, « Mon frère Joshua n'a jamais vraiment réussi à faire quelque chose de sa vie. Il vit dans un minuscule appartement après son divorce. 2 chambres pour lui et Ethan. Pouvez-vous imaginer ?» Elle secoua la tête comme si elle discutait d'une maladie tragique. Linda, notre mère, hocha la tête d'un air approbateur depuis le bout de la table, ses bijoux captant la lumière du lustre en cristal au-dessus. J'ai toujours su que Patricia serait celle qui réussirait. Depuis qu'elle est jeune, elle a de l'ambition, de la détermination. Elle a fait un bon mariage. Ses yeux se sont tournés vers moi avec quelque chose qui ressemblait à de la déception. Certains enfants l'ont, et d'autres non. Je suis resté silencieux, la mâchoire serrée. Il ne savait rien des semaines de 70 heures que je travaillais comme directeur de restaurant chez Carmichael S, en centre-ville. Il ne savait rien des services doubles que je faisais pour qu'Ethan puisse avoir de nouvelles chaussures quand les siennes étaient usées. Il ne me voyait pas l'aider avec ses devoirs à minuit après avoir fermé le restaurant. Tous 2 épuisés, mais nous nous en sortions ensemble. Le mari de Patricia, Derek, un gestionnaire de fonds spéculatifs aux cheveux gominés et avec une montre qui coûtait plus cher que ma voiture, s'est joint à la conversation. Le style de vie col bleu, dit-il en riant, coupant dans son steak. Je le respecte, Joshua. Quelqu'un doit bien faire ce travail, n'est-ce pas? On ne peut pas tous être des gagnants. Les invités ont ri poliment, mal à l'aise, mais trop soucieux de leur statut social pour s'opposer. Antoine se déplaçait dans la pièce avec son équipe, servant plat après plat, Saint-Jacques poêlé, risotto à la truffe, bœuf wagyu. Chaque assiette était une œuvre d'art. Chaque assiette était placée devant tout le monde, sauf Ethan. Mon fils fixait son verre d'eau. J'ai vu sa lèvre inférieure trembler. Il avait 7 ans et il comprenait exactement ce qui se passait. Il comprenait que sa propre famille lui disait qu'il n'était pas assez bien pour manger avec eux. « Papa » a-t-il chuchoté en tirant ma manche, « on peut rentrer à la maison. » Avant que je puisse répondre, la voix de Patricia a retenti. « Oh, ne partez pas encore, Joshua. On arrive juste à la partie intéressante. » Elle tamponna sa bouche avec une serviette en lin et sourit. « Mère a une annonce à faire. » Linda se leva, sa posture parfaite, son expression satisfaite. La pièce se tut. Comme vous le savez tous, je vieillis. 73 ans le mois prochain. J'ai réfléchi à mon héritage, à ce que je laisse derrière moi. Elle fit une pause pour les faits. J'ai pris une décision concernant la maison de plage familiale. Mon cœur se serra. La maison de plage à Cap-May était dans notre famille depuis 40 ans. Notre père l'avait achetée avant que Patricia et moi ne soyons nés. Il est mort il y a 12 ans, et j'avais toujours supposé que Patricia et moi en hériterions à parts égales le moment venu. La propriété valait au moins 1,2 million de $. Je transfère la pleine propriété à Patricia, annonça Linda en faisant un geste ample vers ma sœur. Avec effet immédiat. Le sourire de Patricia s'élargit. Derek leva son verre de vin pour célébrer.
Les invités applaudirent poliment. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Quoi? Linda se tourna vers moi, son expression se durcissant. Je la donne à l'enfant qui le mérite. Celle qui a fait un bon mariage et m'a donné des petits-enfants qui réussissent. Elle regarda Ethan avec un dédain à peine dissimulé. Certaines lignées familiales valent la peine d'être préservées, d'autres non. Ethan se mit à pleurer, les larmes coulant sur ses joues. Il essaya de cacher son visage contre mon bras. Je commençai à me lever, prêt à partir pour ne plus jamais revenir, mais Patricia leva la main. « Attends, dit-elle, sa voix d'une douceur mielleuse. Avant que tu ne partes, j'ai besoin que tu signes quelque chose. » Elle fit un signe de tête à Derek, qui sortit un dossier de sous sa chaise. « Mère a fait rédiger des papiers par son avocat. Tu renonces officiellement à toute prétention sur la maison de plage, la fiducie familiale et sa succession. Elle veut que ce soit réglé maintenant, ce soir. Avec des témoins. » Elle fit glisser le dossier sur la table vers moi. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Je fixais les documents, ma vision se brouillant légèrement alors que j'essayais de comprendre ce que je lisais. Il y avait plusieurs pages denses en langage juridique, mais certaines phrases me sautaient aux yeux. Renonciation à tous les droits de succession. Actif de la fiducie familiale totalisant environ 300 000 $. Transfert complet et irrévocable. 300 000 $. Je ne savais même pas qu'il y avait une fiducie familiale. Notre père ne l'avait jamais mentionné. Ou peut-être l'avait-il fait. Et Linda me l'avait caché toutes ces années. Il y a une fiducie, demandai-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. Patricia rit. Oh, Joshua, tu es vraiment à côté de la plaque. Père l'a créée il y a 30 ans. Mère la gère. Ou plutôt, son conseiller financier. Elle a bien fructifié. Un homme que je n'avais pas remarqué auparavant s'avança depuis un coin de la pièce. Il portait un costume coûteux et tenait une mallette en cuir. « Je suis Richard Townsend, l'avocat de votre mère, » dit-il en posant une carte de visite sur la table à côté des documents. « Tout ce qui est ici est juridiquement contraignant. Votre signature, attestée par les invités présents ce soir, constituera un règlement complet et final de toute réclamation que vous pourriez avoir sur la succession familiale. » Je parcourus à nouveau les documents. Je signai pour renoncer à l'avenir d'Ethan, à son éducation universitaire, à sa sécurité, à tout ce que notre père aurait pu vouloir qu'il ait. Mes mains tremblaient alors que je tenais le stylo. Ethan tira ma manche. « Papa, » chuchota Théil, sa voix brisée. « J'ai vraiment faim. » Patricia l'entendit. Bien sûr qu'elle l'entendit. Elle rit, un son aigu qui coupa la pièce. « Peut-être qu'il aurait dû naître dans une meilleure famille, » dit-elle, et plusieurs invités se tortillèrent mal à l'aise sur leurs chaises. Derek ajouta, son ton condescendant. « Tu devrais vraiment apprendre à mieux subvenir aux besoins de ton enfant, Joshua. C'est la responsabilité d'un père. » Je sentis la chaleur monter à mon visage. L'humiliation me parcourut. Une salle pleine d'étrangers regardait ma famille me détruire, regardait mon fils pleurer de faim pendant qu'il se régalait de homards et de steaks. Ils étaient témoins de ma dégradation. Et c'est exactement pourquoi Patricia les avait invités. Je pris le stylo. Ma mâchoire se serra si fort que mes dents me firent mal. Chaque instinct me hurlait de sortir, de refuser, de me battre. Mais que pouvais-je faire? Je n'avais ni avocat, ni ressources pour combattre l'argent de Patricia et Derek. Linda avait fait son choix. Et à ce moment, je me sentis plus seul que je ne l'avais été depuis mon divorce il y a 3 ans. Je signai mon nom sur chaque ligne qu'il exigeait. Mon écriture semblait étrange, déconnectée, comme si quelqu'un d'autre contrôlait ma main. Quand j'eus fini, je fis glisser le dossier sur la table vers Richard Townsend. Il rassembla les papiers efficacement, sortit son téléphone et commença à les scanner avec une application. « Qu'est-ce que vous faites ?» demandai-je. « Je les dépose électroniquement au bureau du greffier du comté, » dit-il sans lever les yeux. « Ils seront officiellement enregistrés dans l'heure. Tout est traité légalement. » Patricia rayonnait. « Efficace, n'est-ce pas? Il m'a coûté une fortune, mais ça valait chaque centime. » Je me levai lentement, tirant Ethan avec moi. Le visage de mon fils était rouge et marbré de larmes. Je devais le sortir d'ici, l'emmener quelque part en sécurité, le nourrir, le serrer dans mes bras et lui dire que rien de tout cela n'était de sa faute. Mais alors je m'arrêtai.
Je regardais l'expression triomphante de Patricia, le sourire suffisant de Derek, la satisfaction froide de Linda. Quelque chose changea en moi. Un calme étrange s'installa dans ma poitrine. Je suis content que nous fassions cela correctement, dis-je, ma voix maintenant ferme, avec des témoins et un avocat présent. Le sourire de Patricia vacilla légèrement. Elle n'arrivait pas à lire mon ton. Puisque nous officialisons les choses ce soir, continuai-je. Il y a quelque chose que je devrais mentionner. La maison de plage? Elle a des dégâts structurels importants. Le silence se fit dans la pièce. De la moisissure noire dans tous les murs, dis-je en regardant le visage de Patricia. Des fissures dans les fondations à 3 endroits et le système septique est tombé en panne le mois dernier. Refoulement complet. Je le sais parce que c'est moi qui gère la propriété depuis 2 ans. Mère m'a donné les clés et m'a demandé de m'occuper de l'entretien. L'expression de Linda passa de la satisfaction à la confusion, puis à quelque chose qui ressemblait à de la peur. J'ai tous les rapports d'inspection, continuai-je. Les devis des entrepreneurs, les photos, une documentation détaillée. Le coût des réparations est d'environ 400 000 $. Je regarde directement Patricia. Félicitations pour ton héritage, ma sœur. Le visage de Patricia perdit toute couleur. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Derek retrouva sa voix le premier. Tu mens. Est-ce que je mens? Je sortis mon téléphone, ouvris ma galerie de photos et commençai à faire défiler. De la moisissure noire se propageant sur les murs des chambres comme un cancer. Des fissures dans les fondations assez larges pour y passer ma main. De l'eau brune stagnante dans le sous-sol. La fosse septique excavée, son contenu répandu sur la pelouse arrière. Tu veux que je te les transfère? Tu as fait ça exprès, hurla Patricia, se levant si vite que sa chaise tomba en arrière. Tu as saboté la propriété. Je n'ai rien fait de tel, dis-je calmement. Mère a arrêté de payer les factures d'entretien il y a 8 mois. Elle disait qu'elle n'en avait plus les moyens. Je regardais Linda, dont le visage était devenu cendré. J'ai couvert ce que j'ai pu de ma propre poche. Mais je ne suis qu'un directeur de restaurant, tu te souviens? Je n'ai pas l'argent d'un fonds spéculatif. Je ne pouvais pas tout réparer. Richard Townsend examinait les photos sur mon téléphone, son attitude professionnelle se fissurant légèrement. Celle-ci semble légitime, murmura-t-il. Derek attrapa mon téléphone et commença à balayer les images, sa mâchoire se crispant à chaque fois. Combien as-tu dit que coûteraient les réparations? Les devis que j'ai reçus allaient de 350 000 à 450 000 $, dis-je. Ça dépend de l'étendue de la décontamination de la moisissure. Les travaux de fondation seuls coûtent environ 120 000 $. Patricia avait l'air sur le point de vomir. Elle se tourna vers Linda. Tu as dit que la maison était en parfait état. Tu as dit qu'elle valait plus d'1 million. Elle vaut plus d'1 million, dis-je. Après que tu aies dépensé 400 000 $ pour la réparer. Patricia se jeta sur les documents que Richard tenait. On déchire ça tout de suite. Richard les retira. Madame Castellano, ils sont déjà déposés. Je les ai soumis électroniquement il y a 3 minutes. Ils sont juridiquement contraignants. Alors annulez le dépôt. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous avez accepté le transfert de propriété. Votre frère a renoncé à ses droits. La transaction est complète. Le maquillage parfaitement appliqué de Patricia ne pouvait cacher la rage qui tordait ses traits. Elle se tourna vers moi. Tu as planifié ça. Tu as laissé la maison se dégrader pour que tu puisses. Pour que je puisse quoi? L'interrompis-je. Te l'a donné? Je ne t'ai rien donné, Patricia. Mère l'a fait. J'ai juste signé des papiers renonçant à mes droits sur quelque chose que tu voulais apparemment très fort. Je penchai la tête. Bien que maintenant je me demande pourquoi tu la voulais tant si tu ne connaissais pas son état. Linda se leva, les mains tremblantes. Tu as délibérément saboté cette propriété. Je t'ai dit il y a 8 mois que le système septique devait être remplacé, dis-je, ma voix égale. Tu as dit, et je cite, je ne peux pas jeter de l'argent sur chaque petit problème. Je t'ai parlé des fissures dans les fondations il y a 6 mois. Tu as dit que j'exagérais. Je t'ai parlé de la moisissure il y a 4 mois. Tu m'as raccroché au nez. C'est un mensonge. J'ai les relevés téléphoniques, les textos et les emails.
Je mis mon téléphone dans ma poche. J'ai tout documenté, mère, parce que je savais que tu finirais par essayer de me blâmer. La pièce était devenue complètement silencieuse, à l'exception des reniflements discrets d'Ethan. Les invités semblaient vouloir se fondre dans le papier peint coûteux. La voix de Patricia sortit comme un sifflement. Tu vas payer pour ces réparations. Je ne pense pas, si, tu le feras. Parce que si tu ne le fais pas, j'appelle la police tout de suite. Je te dénonce pour détournement de fonds. Tu avais accès au compte de la propriété. Tu as dû voler de l'argent du fonds d'entretien. Mon estomac se noie. Elle allait me faire accuser. Derek s'approcha, son expression sombre. On va te poursuivre pour fraude et mauvaise gestion. Tu avais un devoir fiduciaire de maintenir cette propriété correctement. La voix de Linda monta, stridente et désespérée. Je témoignerai. Je leur dirai que Joshua avait le contrôle total des finances, qu'il a refusé de faire les travaux nécessaires. Le piège se refermait. Ils allaient me blâmer pour tout, me peindre comme un voleur, peut-être même me faire arrêter. Je sentis ma poitrine se serrer. Si j'avais un casier judiciaire, je pourrais perdre mon travail, perdre la garde d'Ethan, tout perdre. Mon téléphone vibra dans ma poche. Je le sortis avec des mains tremblantes. Un texto de Gary, mon patron au restaurant. Urgence. Appelle-moi immédiatement. Mon sang se glaça. Je tendis le téléphone à Patricia. Excusez-moi. Je dois prendre cet appel. On n'a pas fini, lança-t-elle. Juste une minute. Je me dirigeai rapidement vers le hall en marbre de Patricia, Ethan me suivant de près. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone 2 fois avant de réussir à rappeler Gary. Il répondit à la première sonnerie. Joshua, nous avons un problème. Quel genre de problème? Mon cœur battait la chamade. Quelqu'un a déposé une plainte formelle contre toi auprès de la direction ce soir. Il y a environ 1 heure. Le monde bascula. Quoi? Une plainte à propos de quoi? La voix de Gary était mal à l'aise, réticente. Harcèlement sexuel. Une employée nommée Stéphanie prétend que tu lui as fait des avances inappropriées lors de son service de formation la semaine dernière. C'est insensé. Ma voix sortit trop fort. Ethan me regarda avec de grands yeux effrayés. J'essayai de baisser le ton. Gary, tu me connais. Stéphanie est la nouvelle serveuse que j'ai formée jeudi. On a parlé de la rotation des tables et de la gestion des clients difficiles. C'est tout. J'ai été complètement professionnel. Je te crois, Joshua. Je te crois. Mais la direction ne se soucie pas de ce que je crois. Ils ont des protocoles. Quand une plainte de harcèlement sexuel arrive, ils sont tenus de suspendre immédiatement l'employé accusé en attendant l'enquête. Suspendre. Le mot fut comme un coup de poing. Je suis désolé. Avec effet immédiat. Tu es en congé sans solde jusqu'à ce que la direction termine son enquête. Ça pourrait prendre 2 semaines, ou 2 mois. Ils doivent interroger des témoins, examiner les enregistrements de sécurité, passer par tout le processus. Congé sans solde. Je fis un calcul rapide dans ma tête. Le loyer était dû dans 5 jours, 1200 $. J'avais peut-être 400 $ sur mon compte courant. Ethan avait besoin de nouvelles lunettes. L'ordonnance coûtait 90 $ même avec mon assurance. La nourriture, les factures, l'essence. Gary, je ne peux pas me permettre un congé sans solde. Je vis d'une paix à l'autre. Je sais. Je vais me battre aussi fort que je peux, mais j'ai les mains liées. C'est la direction qui prend ces décisions, pas moi. Mon esprit tournait à toute vitesse. Qui a déposé la plainte? Tu as dit que c'était anonyme. Le tuyau initial est venu d'un appel anonyme au siège social, mais Stéphanie a confirmé les allégations par écrit. Elle a soumis une déclaration formelle il y a 1 heure. Il y a 1 heure. À peu près au moment où j'étais assis à la table de Patricia, signant pour renoncer à mon héritage. Gary, le timing est vraiment suspect. J'ai été chez ma sœur toute la soirée. C'est arrivé en plein milieu d'un conflit familial. Je ne sais pas quoi te dire, mec. Tout ce que je sais, c'est que la direction a reçu une plainte et qu'ils suivent la procédure. Qu'est-ce que Stéphanie a dit que j'ai fait exactement? Gary soupira.
Elle prétend que tu l'as coincé dans le réfrigérateur chambre pendant sa pause, que tu as fait des commentaires sur son apparence, que tu lui as touché l'épaule de manière inappropriée, que tu lui as demandé de te retrouver après le travail. C'est une pure invention. Je n'ai jamais été seul avec elle dans le réfrigérateur. On était en salle tout le service et il y avait au moins 6 autres membres du personnel présents tout le temps. Alors l'enquête t'innocentera. Mais d'ici là, tu es suspendu. Je suis vraiment désolé, Joshua. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire. Il n'y en a pas, ma voix sortit plate. Merci de m'avoir prévenu. Je mis fin à l'appel et restai dans le hall de Patricia, essayant de respirer. Ethan tira sur ma chemise. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Rien, mon grand. Juste des trucs de travail. Je lui serrai l'épaule, essayant de sourire, mais ce n'était pas rien. Quelqu'un avait orchestré cela. Le timing était trop parfait. Un appel anonyme à la direction, puis Stéphanie confirmant soudainement des allégations complètement fausses. Ce n'était pas une coïncidence. Je retournai dans la salle à manger. Patricia était toujours au téléphone, mais elle raccrocha rapidement quand elle me vit. Trop rapidement. Tout va bien, demanda-t-elle, et il y avait quelque chose dans son ton, quelque chose qui ressemblait presque à de la satisfaction. As-tu contacté quelqu'un à mon travail, demandai-je directement. Elle rit. Un son léger et tintant. Joshua, je n'ai aucune idée de quoi tu parles. Pourquoi me soucierais-je de ton petit boulot au restaurant? Mais Derek a vendu la mèche. Il l'a mentionné trop nonchalamment, avec trop de familiarité. Ce poste de directeur de restaurant doit être stressant, dit-il en coupant dans son dessert. Protocole de la direction, plainte des employés. Tant de responsabilités de nos jours. Protocole de la direction. L'expression exacte que Gary venait d'utiliser, et Derek ne devrait rien savoir de la structure de mon travail. Je n'en avais jamais discuté avec lui. Comment connais-tu les protocoles de la direction chez Carmichael? Demandai-je. L'expression de Derek ne changea pas, mais je vis sa mâchoire se crisper. Juste une connaissance générale. Tous les restaurants de chaîne ont des structures similaires. Carmichael n'est pas une chaîne. C'est un restaurant indépendant avec un seul emplacement. Silence. Patricia intervint. Derek fait parfois du conseil pour des restaurants. Il connaît l'industrie. Il gère des fonds spéculatifs. Il se diversifie. Je regardais entre eux, voyant la coordination, la planification. Ils avaient passé des appels. Utilisé les relations d'affaires de Derek pour atteindre quelqu'un à mon travail. Peut-être offert de l'argent, peut-être simplement utiliser des relations. Quoi qu'ils aient fait, ils avaient obtenu que Stéphanie dépose de fausses allégations. Et puis Linda a lâché la vraie bombe. Elle se leva de sa chaise, sa posture rigide. Joshua, je pense que nous devons discuter d'une solution ici. Sa voix était calme, mesurée. Tu es clairement en difficulté. Pas de revenus stables maintenant, vivant dans un logement inadéquat, incapable de prendre soin de ton fils correctement. Elle fit un geste vers Ethan, qui se serra contre ma jambe. Il est peut-être temps de considérer ce qui est le mieux pour l'enfant. Mon sang se glaça. Qu'est-ce que tu dis? Patricia et Derek peuvent donner à Ethan une vie convenable. De bonnes écoles, un foyer stable, tout ce qu'il mérite. Elle joignit les mains. Si tu acceptes de payer pour les réparations de la maison de plage en utilisant tes économies et les prêts que tu peux obtenir, et que tu cèdes tes droits parentaux à Patricia, nous pouvons faire disparaître ces problèmes. La pièce se mit à tourner. Il voulait prendre mon fils. Vous êtes fou, soufflai-je. Nous sommes pragmatiques, dit Patricia. Regarde-toi, Joshua. Tu es sur le point d'être au chômage. Tu vas perdre ton appartement. Qu'est-ce que tu vas faire? Vivre dans ta voiture avec un enfant de 7 ans? Je préférerais vivre dans ma voiture avec lui que de le laisser s'approcher de vous. Derek se leva, son visage se durcissant. Sois raisonnable. On t'offre une porte de sortie. Signe les papiers et on passera quelques coups de fil. La plainte de harcèlement disparaît. Tu récupères ton travail. Tu te débarrasses de la dette de la maison de plage. Tout le monde y gagne. Tout le monde sauf Ethan, qui perd son père. Il gagne une vraie famille, dit froidement Linda. Ethan pleurait à nouveau, s'accrochant à ma jambe avec ses 2 bras.
Je sentais qu'il tremblait. Mes mains se crispèrent en poing à mes côtés. Je n'avais jamais eu autant envie de frapper quelqu'un que j'avais envie de frapper Derek à ce moment-là. Mon téléphone vibra. Un texto de Marcus Chen, un ami de l'université qui était devenu avocat. Nous étions restés en contact au fil des ans, nous retrouvant pour des bières tous les quelques mois. Je lui avais envoyé un texto plus tôt quand les choses avaient commencé à mal tourner. Juste un rapide, besoin de conseils sur un problème juridique familial. Son message disait, « Je viens de voir ton texto. Ne signe rien d'autre. J'arrive. » C'est quoi l'adresse? J'ai répondu avec l'adresse de Patricia. À qui tu textes? Demanda Patricia. Un ami. Quel genre d'ami? Le genre qui est avocat. Son expression changea. Tu n'as pas les moyens de payer un avocat. Marcus est un ami. Il va m'aider. Je regardais Linda, Patricia, Derek. Je ne signe rien. Je ne renonce pas à mon fils. Et je ne paie pas pour une maison que mère a laissé se dégrader par sa propre négligence. Alors tu seras arrêté, dit sèchement Patricia. Pour détournement de fonds, pour harcèlement, pour négligence envers un enfant quand tu ne pourras plus subvenir aux besoins d'Ethan. On verra ça. Je me tournai pour partir, la main d'Ethan serrée dans la mienne. Mais avant d'atteindre la porte, la voix de Patricia m'arrêta. Je les ai déjà appelés. Je me retournai lentement. Appeler qui? Les services de protection de l'enfance. Pendant que tu étais au téléphone, j'ai expliqué la situation. Une assistante sociale est en route. Mon cœur s'arrêta. Tu as fait quoi? Je leur ai tout dit. Que tu es instable. Que tu as été suspendu de ton travail pour harcèlement sexuel. Que tu vis dans la pauvreté avec un enfant et que tu ne peux pas lui fournir des soins adéquats. Que je m'inquiète pour le bien-être de mon neveu. Je suis sa grand-mère, ajouta Linda, des larmes se formant dans ses yeux, de fausses larmes qui me rendaient malade. Je leur ai dit que je craignais que Joshua soit erratique ces derniers temps. Que je crains pour la sécurité d'Ethan. J'eus l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds. Les services de protection de l'enfance. Ils pouvaient prendre Ethan ce soir, le placer en famille d'accueil d'urgence pendant qu'ils enquêtaient. J'avais entendu des histoires, des enfants arrachés à leurs parents sur de fausses allégations, des enquêtes qui traînaient pendant des mois. Vous ne pouvez pas faire ça, dis-je. Mais ma voix semblait faible, même à mes propres oreilles. Je viens de le faire, répondit Patricia. 20 minutes plus tard, on frappa à la porte. Patricia répondit avec une expression concernée parfaitement arrangée sur son visage. Une femme d'une quarantaine d'années entra, portant un tailleur froissé et tenant une mallette usée. Elle avait l'air épuisée, comme si elle avait déjà géré 5 crises aujourd'hui et que c'était la 6e. Je suis Carol Henderson, des services de protection de l'enfance, dit-elle en montrant sa carte d'identité. J'ai reçu un appel concernant un problème de bien-être infantile. Patricia se lança dans son discours répété. L'instabilité de Joshua, sa suspension du travail pour harcèlement sexuel, son incapacité à subvenir aux besoins, son logement inadéquat. Elle brossa un tableau de moi comme un parent à peine fonctionnel au bord de l'effondrement. Linda se joignit à elle, pleurant doucement, décrivant à quel point elle était inquiète, comment elle avait essayé d'aider mais que j'avais refusé, comment Ethan avait perdu du poids, comment l'enfant semblait anxieux tout le temps. Rien de tout cela n'était vrai. Ethan était en bonne santé, heureux, réussissait bien à l'école. Mais Carol Henderson ne le savait pas. Elle voyait juste un manoir coûteux rempli de membres de la famille concernée contre un homme fatigué qui avait clairement traversé une épreuve émotionnelle ce soir-là. Je dois interroger l'enfant en privé, dit Carol. Mon cœur battait si fort que je pensais que tout le monde pouvait l'entendre. Ethan, tout va bien. Dis juste la vérité. Carol l'emmena dans le bureau de Patricia et ferma la porte. Les 15 minutes les plus longues de ma vie suivirent. Je restais dans le hall, l'arrivée de Marcus étant dans 20 minutes, regardant cette porte fermée et imaginant toutes les issues terribles. Et si Ethan avait trop peur pour parler? Et si Carol interprétait mal quelque chose qu'il disait? Et si Patricia l'avait coaché d'une manière ou d'une autre quand je ne regardais pas? Finalement, la porte s'ouvrit. Carol sortit, son expression sombre et illisible. Ethan suivit, son visage rouge de larmes, mais sa mâchoire serrée d'une manière qui me rappelait la mienne. « Monsieur Bennett, dit Carol. Je dois vous parler en privé. Maintenant. »
Mes jambes faillirent me lâcher. C'était ça. Ils allaient le prendre. Je la suivis dehors sur le porche de Patricia, ma vision se rétrécissant. Carole ferma la porte derrière nous et se tourna vers moi. Votre fils m'a dit quelque chose de très préoccupant. Je ne pouvais plus respirer. Il dit que sa tante lui a offert 50 $ plus tôt aujourd'hui pour mentir et dire que vous le frappiez. Est-ce vrai? Le monde s'arrêta de tourner. Quoi? L'expression de Carole était dure comme du granit. Ethan a dit que cet après-midi, avant que vous ne veniez dîner, votre sœur lui a envoyé un texto. Il me l'a montré. Il dit, je cite, « Dis-leur que ton père te fait du mal et je te donnerai 50 $ et tu pourras vivre avec tes cousins. » Fin de citation. Mon esprit luttait pour comprendre ce qu'elle disait. Ethan vous a montré un texto d'un numéro de téléphone qu'il a identifié comme appartenant à Patricia Castellano. Je l'ai photographié. Carole sortit son propre téléphone et me montra l'image. C'était là. Le numéro de Patricia en haut. Le message exactement comme Carole l'avait décrit. Horodatage, 15h47 cet après-midi. Je ne comprends pas, dis-je. Ethan n'a pas de téléphone. Si. Il m'a montré un modèle de smartphone plus ancien. Il a dit que vous le lui aviez donné pour les urgences. Je lui avais donné un vieux téléphone il y a 6 mois après une alerte de confinement à son école, juste un appareil bon marché avec un service de base pour qu'il puisse m'appeler s'il en avait besoin. Il l'utilisait à peine. J'avais oublié qu'il le portait encore dans son sac à dos. Elle a envoyé un texto à mon fils, dis-je lentement, l'horreur de la situation s'installant. Elle a essayé de le faire porter de fausses accusations de maltraitance contre moi. C'est de la subornation de témoins, dit Carole. Et de la mise en danger d'enfants. J'appelle mon superviseur et la police tout de suite. Elle s'éloigna et passa 2 appels rapides. Je restais sur le porche, tremblant. Patricia avait essayé d'utiliser mon fils, lui avait offert de l'argent pour me détruire, avait été prête à traumatiser un enfant de 7 ans pour obtenir ce qu'elle voulait. Je retournai à l'intérieur. La salle à manger était devenue silencieuse. Patricia, Derek et Linda se tenaient en groupe, parlant à voix basse et urgente. Ils s'arrêtèrent quand ils me virent. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» demanda Patricia. « Quand est-ce qu'elle le prend ?»« Elle ne le prend pas, » répondis-je. Avant que Patricia ne puisse répondre, Carole revint à l'intérieur. Son superviseur était apparemment déjà à proximité et arriva en 5 minutes. 2 policiers suivirent peu après. La salle à manger, qui avait été le théâtre de mon humiliation 1 heure plus tôt, devint tout autre chose. Carole montra aux policiers le message texte sur le téléphone d'Ethan. Patricia se mit immédiatement sur la défensive. C'est un faux. Le gamin a dû l'inventer. C'est un enfant difficile. Il a des problèmes avec le mensonge. Mais les policiers n'écoutaient pas ses excuses. Ils regardaient les relevés téléphoniques, le numéro, l'horodatage. Marcus arriva au milieu du chaos. Il jeta un coup d'œil à la scène, me prit à part, et je lui expliquai tout dans un murmure rapide. Son expression s'assombrit à chaque phrase. C'est une tentative de subornation de témoins, dit Marcus assez fort pour que tout le monde l'entende. Et de la mise en danger d'enfants. Vous avez essayé de contraindre un mineur à faire de fausses allégations de maltraitance. Derek essaya de prendre le contrôle. Attendez 1 minute. Calmons-nous tous. C'est clairement un malentendu. Patricia ne ferait jamais. J'ai le texto ici même, interrompit Carole. Photographié et documenté. Il n'y a pas de malentendu. L'une des policières, une femme grande avec des mèches grises dans les cheveux, se tourna vers Patricia. Madame, nous avons besoin que vous veniez avec nous pour répondre à quelques questions. Vous m'arrêtez? La voix de Patricia devint stridente. C'est ridicule. Appelle notre avocat, Derek. Appelle Richard. Richard Townsend, qui se tenait dans un coin l'air de plus en plus mal à l'aise, s'avança. Madame Castellano, je suis un avocat spécialisé en succession. Vous avez besoin d'un avocat pénaliste. Je ne peux pas vous aider avec ça. Vous êtes censé être notre conseil pour la planification successorale, pas pour des accusations criminelles. Il se dirigeait déjà vers la porte. La policière sortit des menottes. Madame Castellano, vous avez le droit de garder le silence. Le visage de Patricia devint rouge.
C'est de ta faute, me cria-t-elle. Tu as monté ça. Tu as fait mentir Ethan. La policière continua de lui lire ses droits Miranda tandis que son partenaire menottait les poignets de Patricia derrière son dos. Derek criait à l'abus de pouvoir policier et menaçait de poursuites judiciaires. Linda pleurait, de vraies larmes cette fois, en regardant son enfant préféré se faire arrêter devant ses amis du country club. Les invités s'étaient depuis longtemps excusés et avaient fui. Seul le personnel du traiteur restait, regardant le drame se dérouler avec de grands yeux. Alors que les policiers emmenaient Patricia vers la porte, elle se retourna vers moi une dernière fois. « Tu crois que tu as gagné ?» cracha-t-elle. « Tu n'as rien. Pas de travail, pas d'argent, pas de maison. Même si je tombe, tu es quand même détruit. » Les policiers l'ont emmenée dehors. Par la fenêtre, je les ai vus la mettre à l'arrière d'une voiture de police. Derek était au téléphone, appelant probablement tous les avocats qu'il connaissait. Marcus me toucha le bras. Nous devons parler dehors. Nous sommes sortis sur le porche, Ethan entre nous. Marcus s'accroupit au niveau d'Ethan. Tu as fait ce qu'il fallait, mon grand. Dire la vérité. Ça a demandé beaucoup de courage. Ethan hocha la tête, s'essuyant les yeux. Marcus se releva et se tourna vers moi. Son expression était sérieuse. Joshua, je dois te dire quelque chose. Après que tu m'aies envoyé un texto, j'ai eu un mauvais pressentiment à propos de cette situation. J'ai appelé un ami qui est détective privé, je lui ai demandé de faire une vérification rapide sur quelques points. D'accord. Il a enquêté sur Stéphanie, la femme qui t'a accusé de harcèlement. Mon estomac se noie. Et elle a reçu un virement bancaire ce matin. 15 000 $ d'un compte appartenant à la société d'investissement de Derek. Le monde bascula à nouveau. Il l'a payé pour mentir sur moi. C'est ce qu'il semble. C'est de la fraude, de la subornation de témoins et de la conspiration. On les tient. Marcus sortit son téléphone et me montra une capture d'écran des relevés bancaires que son enquêteur avait obtenus. Ça devrait suffire à faire rejeter la plainte de harcèlement et à te faire réintégrer immédiatement. Un soulagement m'envahit, si intense que je me sentis étourdi. Je peux récupérer mon travail. Tu vas récupérer ton travail. Et Derek va faire face à de graves accusations criminelles. Ce n'est pas une infraction mineure. C'est du harcèlement et de la fraude coordonnée. Je voulais me sentir victorieux, mais les mots de Patricia résonnaient dans mon esprit. Même si elle faisait face à des accusations, j'avais quand même perdu mon héritage. J'avais quand même signé pour renoncer aux droits sur la maison de plage et la fiducie familiale. Pourtant, Marcus souriait légèrement. Il y a plus. Plus ? Tu te souviens de la maison de plage ? Celle pour laquelle je viens de signer pour renoncer à mes droits pour toujours ? Ouais, à ce sujet. Marcus afficha quelque chose sur son téléphone. J'ai consulté les registres de propriété en venant. Joshua, ta mère n'a jamais vraiment possédé cette maison en pleine propriété. Je le fixais. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ton père l'a achetée avant de mourir, n'est-ce pas ? Il est décédé il y a 12 ans. Oui. La propriété n'a jamais fait l'objet d'une homologation en bonne et due forme. Ta mère n'avait que ce qu'on appelle un usufruit viager. Elle pouvait y vivre, l'utiliser, l'entretenir, mais elle ne pouvait pas transférer la pleine propriété à quiconque. Elle n'avait pas l'autorité légale. Ma tête tournait. Donc, les papiers que j'ai signés ce soir ne valent rien. Linda n'a jamais eu le droit de signer ces documents. La maison fait toujours techniquement partie de la succession de ton père, qui, selon la loi, aurait dû être divisée à parts égales entre ses deux enfants, toi et Patricia. Donc, j'en possède toujours la moitié. Pas seulement la moitié. Patricia est sur le point de faire face à de graves accusations criminelles. Si elle est condamnée, il y a des dispositions dans le droit des successions qui peuvent disqualifier quelqu'un d'hériter de biens obtenus par fraude ou coercition. Tu pourrais finir par tout posséder. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas tout assimiler. Marcus continua. Et cette fiducie familiale, les 300 000 $ que Linda a mentionnés, ton père a établi cette fiducie spécifiquement pour ses deux enfants à parts égales. J'ai trouvé les documents originaux de la fiducie. Linda a violé son devoir fiduciaire en tant que fiduciaire en essayant de tout donner à Patricia. C'est illégal. Tu as droit à la moitié, peut-être plus,
selon la façon dont le tribunal considérera son manquement à ses obligations. Comment sais-tu tout ça? J'ai fait jouer quelques faveurs. J'ai passé des appels en conduisant. J'ai demandé à des gens de chercher des dossiers. Il posa sa main sur mon épaule. J'ai déjà déposé des requêtes d'urgence pour geler tous les actifs et contester ces documents frauduleux que tu as signés. Demain matin, à la première heure, nous allons au tribunal. La porte s'ouvrit derrière nous. Carol Henderson sortit. Monsieur Bennett, j'ai terminé mon évaluation initiale. Sur la base de ce que j'ai observé ce soir et des déclarations d'Ethan, je clôt ce dossier. Il n'y a aucune preuve de négligence ou de maltraitance. En fait, votre fils semble bien soigné et fortement attaché à vous. Elle jeta un coup d'œil à la maison. Je recommande des poursuites contre Madame Castellano pour fausses déclarations et mise en danger d'enfants. Merci, réussis-je à dire. Elle hocha la tête et se dirigea vers sa voiture. Une autre intervenante sociale, une autre urgence. Je la regardais s'éloigner et pensais à quel point j'étais passé près de tout perdre. Mon téléphone sonna. Le nom de Gary sur l'écran. Je répondis. Allô? Joshua. Je viens de recevoir un appel très intéressant de la direction. Ils ont examiné la plainte contre toi et ont trouvé quelques irrégularités. Plus précisément, un virement bancaire d'un certain Derek Castellano à Stephanie Morrison le jour même où elle a déposé ses allégations. Je sais. Mon avocat l'a trouvé. Stephanie vient d'avouer. Elle a dit que Derek l'a approché il y a une semaine, lui a offert de l'argent pour déposer une fausse plainte. Elle va être licenciée et ils vont la poursuivre. La direction veut que tu reviennes immédiatement, demain matin, avec un rappel de salaire pour ce soir. Et ils veulent que je te dise qu'ils sont désolés et qu'ils mènent une enquête complète sur la façon dont cela s'est produit. Je fermai les yeux. Merci, Gary. Ne me remercie pas, remercie celui qui a trouvé ce virement. C'est ce qui t'a sauvé. Il fit une pause. Prends ta soirée. Sois avec ton fils. On se voit demain. Je raccrochai et regardai Marcus. J'ai récupéré mon travail. Bien. Il sourit. Maintenant, parlons de la façon dont nous allons faire payer ta famille pour ce qu'ils ont essayé de faire. Les 2 mois suivants furent un tourbillon de procédures judiciaires, de dépositions et d'audiences au tribunal. Marcus travaillait pro bono, refusant mes offres de le payer, disant que c'était devenu personnel après avoir vu ce que ma famille avait essayé de faire. Patricia fut accusée de 3 chefs de subornation de témoins, 2 chefs de mise en danger d'enfants et un chef de conspiration en vue de commettre une fraude. Derek fit face à des accusations pour avoir soudoyé Stephanie, pour conspiration et pour fraude électronique. Le fonds spéculatif pour lequel il travaillait lança une enquête interne et le suspendit sans salaire. Sa réputation dans le milieu financier s'effondra du jour au lendemain. La nouvelle se répandit vite dans ses cercles. Linda essaya de clamer son innocence, disant qu'elle avait été manipulée par Patricia, mais Marcus avait des enregistrements. Le téléphone d'Ethan avait enregistré une partie de la conversation du dîner. Pas tout, mais assez. La voix de Linda déclarant clairement qu'elle voulait que je cède mes droits parentaux, son aveu qu'elle avait appelé les services de protection de l'enfance, sa coordination avec Patricia tout au long de la soirée. L'avocat spécialisé en succession, Richard Townsend, devint témoin à charge pour éviter d'être accusé de complicité. Il témoigna que Linda et Patricia avaient planifié toute la soirée à l'avance, y compris sa présence pour que la signature des documents paraisse officielle et irréfutable. La situation de la maison de plage se dénoua exactement comme Marcus l'avait prédit. Les documents que j'avais signés furent invalidés. Un juge décida que Linda avait outrepassé son autorité et agi de mauvaise foi. La propriété fut évaluée, et même avec les réparations nécessaires, elle valait $800 000. La prétention de Patricia sur celle-ci s'évapora lorsque la fraude fut révélée. La fiducie familiale était encore plus compliquée. Linda l'avait lentement vidée au fil des ans, accordant à Patricia des prêts qui n'avaient jamais été remboursés. Les $300 000 d'origine s'étaient réduits à $180 000. Mais cet argent, plus ce qui pourrait être récupéré de Patricia par la saisie d'actifs, signifiait qu'Ethan aurait quelque chose pour l'université après tout. Pendant tout ce temps, je continuais de travailler chez Carmichael LS. Gary me confia plus de responsabilités. Une promotion au poste de directeur général adjoint avec une augmentation. Pas une fortune, mais assez pour que je puisse respirer un peu plus facilement.
Ethan commença une thérapie pour surmonter ce qui s'était passé. Son thérapeute dit qu'il était résilient, qu'il s'en sortirait, mais qu'il avait besoin de temps pour comprendre que la cruauté de sa famille n'était pas de sa faute. Nous avions aussi des séances ensemble, apprenant à parler du traumatisme et à aller de l'avant. Le monde de Patricia et Derek s'effondra. Elle fut condamnée pour 2 des 3 chefs d'accusation de subornation de témoins et condamnée à 18 mois de prison avec sursis, une mise à l'épreuve et des travaux d'intérêt général. Derek écopa de 3 ans de mise à l'épreuve et d'une amende massive. Sa carrière était finie. Le fonds spéculatif le licencia. D'autres entreprises ne voulaient plus de lui. Aux dernières nouvelles, il travaillait chez le concessionnaire automobile de son père en Pennsylvanie. Une chute humiliante par rapport à son ancien statut. Les amis du country club de Patricia l'abandonnèrent. Le scandale était trop croustillant, trop public. Ses enfants furent retirés de leur école privée après que d'autres parents se soient plaints. Derek et Patricia durent vendre leur manoir pour payer les frais de justice et les restitutions. Ils déménagèrent dans une maison de location dans un quartier modeste. Leur vie de luxe précédente était complètement détruite. Linda essaya de se réconcilier avec moi. Elle appela, envoya des lettres, se présenta même une fois à mon appartement. Je refusai tout contact. Marcus lui envoya une lettre de mise en demeure. Certaines blessures ne guérissent pas simplement parce que la personne qui les a causées dit qu'elle est désolée. Elle avait été prête à prendre mon enfant. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais pardonner. La bataille pour la propriété se conclut en ma faveur. Le juge m'accorda 70% de la propriété de la maison de plage, citant la fraude de Patricia et la mauvaise gestion de Linda. Patricia garda 30%. Mais avec les coûts de réparation dépassant 400 000 $, sa part était essentiellement sans valeur à moins que quelqu'un ne paie pour réparer la propriété. J'avais une décision à prendre. Garder la maison et trouver un moyen de payer les réparations, ou vendre ma part et m'en aller. Marcus me conseilla de vendre. Prends l'argent et passe à autre chose. Construis quelque chose de nouveau. J'y ai réfléchi pendant des semaines. La maison de plage représentait mon père, les bons souvenirs d'enfance avant que tout ne tourne mal. Mais elle représentait aussi le favoritisme de Linda, la cruauté de Patricia, des années à me faire dire que je n'étais pas assez bien. J'ai décidé de vendre ma part de 70% à une société de développement qui voulait rénover et revendre la propriété. Ils m'ont payé 600 000 $ pour ma participation, s'occupant eux-mêmes des réparations et de la gestion de la propriété minoritaire de Patricia. 600 000 $, plus d'argent que je n'avais jamais imaginé avoir. J'ai d'abord remboursé mes dettes, les cartes de crédit que je traînais depuis le divorce, le petit prêt que j'avais contracté pour les factures médicales d'Ethan l'année dernière. Ensuite, j'ai créé un fonds d'études pour Ethan, plaçant 200 000 $ dans une fiducie à laquelle il ne pourrait accéder qu'à l'âge de 18 ans. Avec l'argent restant, j'ai fait un choix qui a surpris même Marcus. J'ai acheté un petit local de restaurant qui fermait dans un quartier près de mon appartement. Pas un quartier chic, pas huppé, juste une communauté de travailleurs où les familles vivaient d'une paix à l'autre, où des enfants comme Ethan grandissaient en sachant ce que signifiait parfois avoir faim. Je l'ai rénové moi-même pendant 3 mois, travaillant les nuits et les week-ends. Gary me donnait des congés quand il le pouvait. Marcus m'aida avec les formalités juridiques. Même Ethan a mis la main à la pâte, peignant les murs et arrangeant les meubles, excité de faire partie de quelque chose de nouveau. Je l'ai appelé « la table de Bennett ». Nom simple, concept simple, nourriture de qualité abordable, portions généreuses, et une règle absolue que j'ai imprimée sur chaque menu et peinte sur le mur derrière la caisse. Chaque enfant mange, sans exception. Si une famille venait et ne pouvait pas payer les repas de leurs enfants, les enfants mangeaient gratuitement. Si un parent seul arrivait, l'air épuisé et inquiet, je m'assurais que l'assiette de son enfant était pleine. Si quelqu'un comptait sa monnaie pour voir s'il avait assez pour le dîner, je trouvais un moyen de faire en sorte que ça marche. J'ai embauché du personnel du quartier, des gens qui avaient besoin d'une seconde chance, qui comprenaient la difficulté, qui traiteraient chaque client avec dignité. Le restaurant a ouvert 6 mois après ce dîner cauchemardesque chez Patricia. J'ai dépensé mes économies en équipement, en inventaire et en embauchant de bonnes personnes. C'était un risque. La plupart des restaurants font faillite la première année. Mais je ne me souciais pas de devenir riche. Je me souciais de construire quelque chose qui comptait. La soirée d'ouverture fut modeste, juste des amis, des voisins, quelques propriétaires d'entreprises locales.
Gary est venu et a amené la moitié du personnel de Car Michaelis. Marcus était là avec sa femme. Ethan se tenait à côté de moi à la porte, accueillant les gens avec un sourire timide. Pas de plateau de homard, pas de chef privé, juste de la bonne nourriture, des prix justes et des tables pleines de gens qui appréciaient les deux. Nous avons survécu au premier mois, puis au deuxième. Le bouche-à-oreille s'est répandu dans le quartier, l'endroit avec le propriétaire gentil, le restaurant où les enfants étaient toujours nourris, où les portions étaient généreuses et les prix honnêtes. Au troisième mois, nous étions rentables. Au sixième mois, nous étions complets tous les soirs. J'ai dû embaucher plus de personnel, agrandir la cuisine, commencer une liste d'attente pour les réservations du week-end. Un journal local a fait un article sur le restaurant et sa politique, chaque enfant mange. L'article mentionnait mon parcours de père célibataire, bien que j'ai demandé qu'il garde les détails sur Patricia et l'affaire judiciaire privée. L'histoire est devenue régionale, puis a été reprise par quelques médias nationaux à la recherche de contenu positif. Des dons ont commencé à arriver. Des gens envoyant $50, $100, spécifiquement destinés à nourrir les enfants dont les familles ne pouvaient pas payer. J'ai créé un fonds et engagé un comptable pour le gérer correctement. L'argent allait directement à la couverture des repas des enfants avec une transparence totale sur la façon dont chaque dollar était dépensé. Un soir, environ 9 mois après l'ouverture, une famille est entrée. Des parents d'une trentaine d'années, 3 enfants allant de 5 à 12 ans peut-être. Les parents avaient l'air épuisés, stressés. Je reconnaissais ce regard. Je l'avais porté moi-même d'innombrables fois. Ils se sont assis et ont étudié le menu attentivement. Trop attentivement. J'ai regardé la mère additionner les prix dans sa tête. J'ai regardé la mâchoire du père se crisper. Quand le garçon le plus âgé a demandé s'il pouvait avoir un hamburger, je me suis approché de leur table. Bonsoir. C'est la première fois que vous venez ? Le père hocha la tête. On a entendu de bonnes choses. Eh bien, j'apprécie. Je souris aux enfants. Qu'est-ce que vous aimez manger, les gars ? La plus jeune fille, peut-être 5 ans, dit doucement. J'aime les nuggets de poulet. On fait de très bons nuggets de poulet ici. Frais, pas congelés. Je sortis mon carnet de commandes. Je vais vous dire quoi, ce soir, c'est une soirée spéciale. On essaie de nouveaux plats et on a besoin de l'avis de dégustateurs experts. Pensez-vous que vous 3 pourriez nous aider ? Les repas seraient offerts, bien sûr. On a juste besoin que vous nous disiez ce que vous en pensez. Les parents commencèrent à protester, mais je levai doucement la main. C'est purement pour une étude de marché. Nous sommes une petite entreprise et nous avons besoin de retours honnêtes. Vous nous rendriez service, en fait. Les yeux de la mère brillaient de larmes. Elle comprenait ce que je proposais vraiment. C'est très gentil de votre part. Pas gentil, juste de bonnes affaires. Je fis un clin d'œil aux enfants. Alors, qu'est-ce que ce sera ? Les enfants commandèrent des hamburgers, des nuggets de poulet, des pâtes. Les parents commandèrent plus modestement, mais je m'assurai que la cuisine envoie des portions généreuses pour tout le monde. Quand la nourriture arriva, je vis les visages de ces enfants s'illuminer. Je les vis manger sans anxiété, sans souci, sans le poids de savoir que leur famille avait des difficultés. Le père essaya de laisser un gros pourboire, probablement plus qu'il ne pouvait se permettre. Je le refusai. Revenez simplement un de ces jours, dis-je. C'est tout ce que je demande. Ils sont revenus, et ils ont amené des amis, et ces amis en ont amené d'autres. Le restaurant est devenu connu comme un endroit où les familles comptaient plus que le profit, où les enfants n'étaient pas des détails, où la dignité était servie avec chaque repas. Je pensais parfois à Patricia, à son manoir, à ses plateaux de homard et à son mépris pour quiconque elle considérait comme inférieur, à la façon dont elle avait mesuré la valeur en dollars et en symboles de statut. Elle a essayé de me détruire en m'enlevant tout. Mais en m'enlevant tout, elle m'avait accidentellement libéré. Libéré de la poursuite de son approbation. Libéré de l'effort de me mesurer aux normes impossibles de mère. Libéré de la croyance que ma valeur était liée à la richesse ou au statut. J'ai construit quelque chose de mieux que ce qu'ils avaient. Pas plus grand, pas plus chic, mais mieux. Construit sur la gentillesse au lieu de la cruauté. Sur l'inclusion au lieu de l'exclusion. Sur la simple conviction que tout le monde mérite une place à table. 1 an après l'ouverture de la table de Bennett, j'étais en cuisine pendant le coup de feu du dîner quand Marcus a appelé. J'ai failli ne pas répondre.
On était débordés. 3 serveurs malades. Et je couvrais le passe-plat tout en essayant d'aider à la préparation. C'est un peu le mauvais moment, dis-je, le téléphone coincé entre mon épaule et mon oreille pendant que je dressais un hamburger. Ça ne peut pas attendre. Tu es assis? Je suis au passe-plat. Donc non. Patricia est à l'hôpital. Ma main s'immobilisa sur l'assiette. Qu'est-ce qui s'est passé? Overdose. De médicaments sur ordonnance. Son voisin l'a trouvée ce matin. Marcus fit une pause. Elle a laissé une note. Elle va s'en sortir physiquement, mais Joshua, elle ne va pas bien. Derek l'a quittée, a pris les enfants et a demandé la garde exclusive. Elle est fauchée, fait face à la saisie de sa maison de location et est complètement isolée. Je ressentis une vague complexe d'émotions. Colère, pitié, justification, culpabilité de me sentir justifié. Pourquoi tu me dis ça? Parce que Linda m'a appelé, me suppliant de te convaincre d'aider Patricia. Elle dit que tu es le seul qui puisse le faire. Je ris, un son amer. La femme qui a essayé de prendre mon fils, qui lui a offert de l'argent pour mentir sur moi. Je devrais l'aider. Je ne suis que le messager. Mais il y a autre chose. La voix de Marcus changea. Linda veut te rencontrer. Elle dit qu'elle a des informations que tu dois entendre sur ton père. Cela m'arrêta. Quel genre d'informations? Elle n'a pas voulu me le dire. Juste qu'il est important que tu saches la vérité. J'ai pensé à raccrocher, à refuser, à laisser Patricia affronter seule les conséquences de ses actes. De la même manière qu'elle avait essayé de me laisser isolé et détruit. Mais quelque chose en moi ne pouvait pas le faire. Peut-être que c'était l'épuisement. Peut-être que c'était l'année que j'avais passée à construire un restaurant basé sur la compassion et les secondes chances. Peut-être que j'étais juste curieux de ce que Linda voulait dire à propos de papa. D'accord, je la rencontrerai une fois. Mais pas chez elle et pas à l'hôpital. Territoire neutre. Je vais arranger ça. 2 jours plus tard, j'ai rencontré Linda dans un café du centre-ville. Elle avait l'air plus vieille que dans mes souvenirs, plus petite en quelque sorte. Ses vêtements chers avaient disparu, remplacés par des vêtements décontractés de grands magasins. Ses bijoux étaient minimes. Elle ressemblait à ce qu'elle était, une femme qui avait tout perdu. Je me suis assis en face d'elle sans rien commander. Je ne comptais pas rester longtemps. Merci d'être venu, dit-elle. Sa voix était rauque. Je ne dis rien. Patricia a essayé de se suicider. Marcus te l'a dit? Il me l'a dit. Elle est en soins psychiatriques maintenant. Sous observation pendant 72 heures. L'avocat de Derek s'en sert pour monter un dossier pour la garde exclusive. Il va gagner. Patricia va perdre ses enfants. Elle a essayé de prendre les miens, dis-je sèchement. Linda tressaillit. Je sais. Je sais que ce que nous avons fait était impardonnable. Je ne suis pas ici pour demander pardon. Alors pourquoi es-tu ici? Elle sortit une enveloppe de son sac. Vieille, jaunie par le temps. L'écriture de mon père sur le devant, à ouvrir en cas de décès ou de faute grave de Linda. Ton père a laissé ça à son avocat il y a 30 ans. Des instructions selon lesquelles si quelque chose lui arrivait et si je violais un jour les termes de son testament ou de sa fiducie, cette lettre devrait vous être donnée, à toi et à Patricia. Elle la fit glisser sur la table. Richard Townsend l'a trouvée dans les vieux dossiers après l'affaire judiciaire. Il me l'a donnée il y a 6 mois. J'aurais dû te la donner à ce moment-là, mais j'avais trop honte. Je fixai l'enveloppe. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Lis-la, s'il te plaît. Je l'ouvris avec précaution. Le papier à l'intérieur était cassant. L'encre était passée mais lisible. L'écriture de mon père. La revoir après 12 ans me serra la gorge. Mes chers fils et filles, commençait-elle. Je remarquai qu'il utilisait le pluriel pour « fils ». Si vous lisez ceci, c'est que quelque chose a mal tourné avec les plans que Linda et moi avions faits. Laissez-moi vous expliquer quelque chose que j'ai gardé secret pour vous protéger tous les deux. Joshua n'est pas le fils biologique de Linda. Il est l'enfant de mon premier mariage avec Catherine, qui est décédée quand Joshua avait 2 ans. Linda l'a adopté quand nous nous sommes mariés et nous avons convenu de l'élever comme le nôtre, sans jamais lui dire la vérité, à moins que les circonstances ne l'exigent.
J'ai établi la fiducie et les droits de propriété à parts égales parce que vous êtes tous les deux mes enfants et que je vous aime également. Mais je crains que la famille de Linda ne la pousse à favoriser Patricia, son enfant biologique. J'ai vu des signes de cela. Si cela se produit, si elle viole la confiance que j'ai placée en elle de vous traiter tous les deux équitablement, alors vous devez connaître la vérité. Joshua, tu n'es pas obligé d'accepter un traitement injuste. Tu as tout à fait droit à ton héritage, et la loi te soutient. Patricia, si tu lis ceci, alors ta mère a fait des choix terribles. Ne suis pas son chemin. L'argent et le statut sont vides sans caractère et compassion. Je vous aime tous les deux. J'aurais aimé vivre pour vous guider dans la vie. Soyez gentils l'un envers l'autre. Prenez soin l'un de l'autre. C'est ma dernière requête. Votre père, David Bennett. Je l'ai lu 3 fois. Mes mains tremblaient. Catherine. Je n'avais aucun souvenir d'elle. Linda était la seule mère que j'ai jamais connue. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Ma voix sortit rauque. David et moi étions d'accord. C'était mieux pour toi de ne pas savoir. Tu étais si jeune quand Catherine est morte. Tu m'as appelé maman dès le début. Nous pensions que ce serait plus facile. Les yeux de Linda étaient rouges. Mais ma famille a toujours su. Ma mère, ma sœur. Ils te traitaient différemment. Subtilement au début, puis plus ouvertement. En grandissant, ils m'ont poussé à favoriser Patricia parce qu'elle était vraiment la mienne. Je les ai écoutés. Je les ai laissés me convaincre que Patricia méritait plus parce qu'elle était mon enfant biologique. Tu as choisi de me traiter comme si je valais moins. Oui, je l'ai fait. Et j'ai détruit notre famille à cause de ça. Elle s'essuya les yeux. David aurait honte de moi. Il m'a fait confiance pour vous aimer tous les deux également, et je l'ai trahi. Je t'ai trahi. Je me levai, la lettre serrée dans ma main. Tu as raison. Il aurait honte. Joshua, s'il te plaît. Patricia a besoin d'aide. Je sais qu'elle ne le mérite pas, mais c'est ma fille. Elle est malade. Et ses enfants, ta nièce et tes neveux, ils vont perdre leur mère. Je ne peux pas l'aider. Je n'ai plus rien. Mais si, tu as quelque chose. Tu as le restaurant. Tu as la stabilité. Tu pourrais. Je pourrais quoi? Accueillir la femme qui a essayé de me faire accuser de maltraitance d'enfant? Qui a essayé de voler mon fils? Es-tu folle? Je sais comment ça sonne. Mais ces enfants sont innocents. Et Patricia, malgré tous ses défauts, les aime. Si elle les perd, elle ne le supportera pas. S'il te plaît. Pas pour Patricia. Pas pour moi. Pour eux. Je pensais à Madison, Trevor et Chloé. 3 enfants qui avaient été élevés en pensant qu'ils étaient meilleurs que tout le monde, qui s'étaient moqués d'Ethan parce qu'il était pauvre, qui avaient vu leur mère se faire arrêter et leur père les abandonner. 3 enfants qui apprenaient la même leçon qu'Ethan avait apprise ce soir-là à table, que la cruauté a des conséquences. Et parfois, ces conséquences détruisent tout ce que vous pensiez être sûr. Que me demandes-tu de faire exactement? Parle à Derek. Il respecte le succès. Tu as bâti une entreprise prospère. Tu as une bonne réputation maintenant. Si tu plaidais pour que Patricia garde la garde partagée, si tu montrais au tribunal qu'elle a un soutien familial, cela pourrait faire une différence. Pourquoi ferais-je ça? Parce que tu es meilleur que nous. Parce que tu as bâti un restaurant sur le principe que les enfants méritent d'être nourris et soignés quelles que soient les circonstances, parce que ce sont aussi les petits-enfants de ton père et qu'il voudrait que tu les aides. Elle me manipulait, utilisant la mémoire de papa et mes propres valeurs contre moi. Je le savais, et ça marchait quand même. Je pliai la lettre et la mis dans ma poche. J'y réfléchirai. Merci. C'est tout ce que je demande. Je quittai le café et m'assis dans ma voiture pendant 20 minutes, fixant le vide. Ethan était à l'école. J'avais 4 heures avant de devoir le récupérer. Je conduisis jusqu'au cimetière où papa était enterré. Je n'y étais pas allé depuis plus d'1 an. Le travail, la vie et tout le reste prenaient toujours le dessus. Je me tins devant sa pierre tombale et sortis la lettre. J'ai appris quelque chose aujourd'hui, dis-je à voix haute, me sentant idiot mais ayant besoin de parler. J'ai appris que maman n'est pas ma vraie mère, que tu as été marié avant, que Catherine était ma mère. Le vent bruissait dans les arbres entourant le cimetière.
Je suis en colère à ce sujet, à propos des mensonges, à propos de Linda qui me traite comme si j'étais moins que Patricia parce que je n'étais pas le sien. Mais je suis aussi en colère contre toi. Tu m'as laissé avec elle. Tu lui as fait confiance pour faire ce qu'il fallait et elle ne l'a pas fait. Tu aurais dû le savoir. Tu aurais dû mieux me protéger. Silence. Juste le vent et le trafic lointain. Mais tu m'as protégé, avec cette lettre, avec la fiducie et les droits de propriété. Tu t'es assuré que je m'en sortirais même si Linda échouait. Alors merci pour ça. Je restai là encore quelques minutes, puis je conduisis jusqu'à l'hôpital où Patricia était détenue. Le service psychiatrique était au 4e étage. Porte sécurisée, procédure d'enregistrement, l'odeur clinique des soins institutionnels. Une infirmière m'escorta jusqu'à une salle de visite. Patricia était assise à une table, vêtue d'une blouse d'hôpital, les cheveux sales et plats. Elle leva les yeux quand j'entrai et son expression passa par la surprise, la honte et quelque chose comme le soulagement. « Joshua, tu es venu. » Je m'assis en face d'elle. Linda m'a raconté ce qui s'est passé. Je suis sûr qu'elle a brossé un tableau très sympathique. En fait, elle a surtout parlé de la façon dont elle a trahi papa et moi. La mâchoire de Patricia se crispa. Elle t'a parlé de Catherine. Elle l'a fait. Je le sais depuis que j'ai 12 ans. J'ai entendu maman en parler à tante Hélène. Elle parlait de toi comme si tu étais une obligation dont maman était prisonnière. Comme si tu ne faisais pas vraiment partie de notre famille. Elle baissa les yeux sur ses mains. Je suis désolé pour tout ça. Pour t'avoir traité comme je l'ai fait. Pour avoir essayé de prendre Ethan. Pour tout. Pourquoi as-tu fait ça? On n'a jamais été proches, mais on n'était pas ennemis. Pourquoi me détestais-tu autant? Elle resta silencieuse un long moment. Quand elle parla enfin, sa voix était petite. Je ne te détestais pas. J'étais jalouse de toi. Jalouse de quoi? De la façon dont papa te regardait. Même si tu n'étais pas son fils biologique, il t'aimait tellement. Il était si fier de tout ce que tu faisais. Quand tu as eu ton diplôme de lycée, quand tu as eu ton premier travail, quand Ethan est né, il s'illuminait en parlant de toi. Des larmes coulèrent sur son visage. J'ai tout fait correctement. Des notes parfaites, un mariage parfait, des enfants parfaits. Mais papa ne m'a jamais regardé comme il te regardait, parce que tu étais bon. Vraiment bon, gentil, travailleur et authentique. Et moi, je ne faisais que jouer un rôle. Je ne savais pas quoi répondre à cela. Après la mort de papa, maman et moi sommes devenus une équipe, nous deux contre toi. J'avais l'impression que nous avions enfin quelque chose qui n'appartenait qu'à nous. Mais c'était toxique. Ça nous a transformés en monstres. Elle s'essuya le visage. J'ai détruit ma vie en essayant de détruire la tienne. Et maintenant, Derek me prend mes enfants. Et je le mérite. Je mérite tout ça. Peut-être que tu le mérites, dis-je. Mais tes enfants ne méritent pas de perdre leur mère. Elle leva les yeux, une lueur d'espoir dans ses yeux. Tu vas m'aider? J'ai pensé à tout. La douleur, la trahison, l'année de reconstruction. J'ai pensé à Ethan et à ce qu'il ressentirait si je laissais ma nièce et mes neveux souffrir parce que je ne pouvais pas pardonner à leur mère. J'ai pensé à la lettre de papa et à sa dernière requête. Prenez soin l'un de l'autre. Je parlerai à Derek, dis-je. Je plaiderai pour la garde partagée, mais j'ai des conditions. N'importe quoi. Tu suis une aide sérieuse, une vraie thérapie, pas seulement le minimum requis par le tribunal. Tu travailles sur toi-même. Tu reconnais ce que tu m'as fait, à moi et à Ethan, non seulement en privé, mais publiquement si nécessaire. Et tu ne t'approches plus jamais de mon fils sans surveillance jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour décider par lui-même s'il veut une relation avec toi. D'accord. Tout. Et une dernière chose. Quand tu sortiras d'ici, quand tu auras remis ta vie en ordre, tu feras du bénévolat à la table de Bennett chaque semaine. Tu serviras de la nourriture à des familles qui n'en ont pas les moyens. Tu regarderas dans les yeux des enfants dont les parents luttent, et tu te souviendras de ce que tu as fait à Ethan. Sa voix se brisa. D'accord. Je me levai pour partir. Joshua, appela-t-elle. Merci. Tu es une meilleure personne que je ne l'ai jamais été. La barre n'est pas très haute, Patricia. Je quittai l'hôpital et appelai Derek.
La conversation fut tendue, hostile au début. Il ne voulait rien entendre de ce que j'avais à dire, mais je fus persistant. J'ai souligné que Madison, Trevor et Chloé avaient besoin de leur mère, que Patricia recevait de l'aide, que la couper complètement de leur vie ferait plus de mal aux enfants que des visites supervisées. J'ai aussi souligné que s'ils poussaient pour la garde exclusive et gagnaient, Patricia finirait probablement sans abri et complètement détruite, et que ses enfants grandiraient en sachant que leur père avait fait ça. Était-ce l'héritage qu'ils voulaient? Il a fallu 3 autres conversations, mais finalement, Derek a accepté un arrangement de garde modifié. Patricia aurait des visites supervisées pendant son traitement, puis augmenterait progressivement le temps passé avec les enfants à mesure de ses progrès. Ce n'était pas tout ce qu'elle voulait, mais c'était plus qu'elle ne méritait. 2 ans après ce dîner cauchemardesque chez Patricia, la vie s'était installée dans quelque chose que je n'aurais jamais attendu. La paix. La table de Bennett était florissante. Nous nous étions agrandis 2 fois, ajoutant plus de places assises et embauchant 12 employés à temps plein. Le programme « Chaque enfant mange » avait servi plus de 4000 repas gratuits à des enfants de familles en difficulté. Nous avions été présentés dans 3 grands magazines culinaires et une émission matinale nationale, non pas pour une cuisine innovante, mais pour ce que l'animateur a appelé « la compassion révolutionnaire en action ». Les dons continuaient d'affluer. Nous avions mis en place une branche à but non lucratif du restaurant avec un conseil d'administration et des rapports financiers transparents. Chaque dollar donné allait directement à l'alimentation des enfants, et nous publions des rapports mensuels montrant exactement comment l'argent était dépensé. Les gens nous faisaient confiance parce que nous gagnions cette confiance chaque jour. Ethan avait 9 ans maintenant, il s'épanouissait à l'école, jouait au baseball en petite ligue et montrait des signes d'avoir hérité de la gentillesse de son grand-père. Il portait toujours ce vieux téléphone, bien qu'il l'utilisât à peine. Il disait qu'il le gardait comme un rappel de la nuit où tout a changé. Son thérapeute disait que c'était sain, qu'il traitait le traumatisme en le reconnaissant plutôt qu'en le refoulant. Patricia a tenu parole. Après 3 mois de traitement intensif, elle a commencé à faire du bénévolat au restaurant tous les samedis. Elle arrivait à 8 heures du matin et travaillait jusqu'à notre fermeture à 21 heures. Elle servait de la nourriture, débarrassait les tables, faisait la vaisselle et parlait aux clients avec une humilité sincère que je n'avais jamais vue en elle auparavant. La première fois que Madison, Trevor et Chloé sont venus lui rendre visite pendant son service, ils ont semblé choqués de voir leur mère en tablier, servant de la nourriture à des gens qui ne pouvaient pas payer. Mais avec le temps, quelque chose a changé en eux aussi. Ils ont commencé à poser des questions, à comprendre que leur vie antérieure avait été construite sur la cruauté et l'exclusion. Madison, maintenant âgée de 12 ans, m'a demandé un jour si elle pouvait aussi faire du bénévolat. J'ai dit oui. Maintenant, elle venait un samedi sur 2 avec sa mère, apprenant ce que signifiait servir plutôt que d'être servi. Derek ne s'est jamais excusé, mais il a fait un chèque substantiel au fonds à but non lucratif du restaurant. Je pense que c'était sa façon d'essayer de payer pour sa conscience. Je l'ai accepté parce que l'argent nourrissait des enfants, et cela comptait plus que ma fierté. Linda a essayé plusieurs fois de reconstruire une relation avec moi. Je suis resté cordial mais distant. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits. Elle envoyait des cartes d'anniversaire à Ethan avec de l'argent à l'intérieur. Je le laissais décider s'il les acceptait. Habituellement, il donnait l'argent au fond du restaurant pour nourrir les enfants. Il disait, d'autres personnes en ont plus besoin que moi, papa. C'était tout David Bennett, mon vrai père, qui transparaissait dans son petit-fils. J'avais encadré la lettre de papa et l'avais accrochée dans mon appartement où je pouvais la voir tous les jours. La vérité sur Catherine, ma mère biologique, avait été déconcertante au début, mais avec le temps, j'ai réalisé que cela ne changeait rien à ce qui comptait. Papa avait choisi d'être mon père. Il m'avait aimé, protégé et s'était assuré que je serais pris en charge même après sa mort. C'est ce qui comptait. Je visitais sa tombe tous les mois maintenant, emmenant généralement Ethan avec moi. Nous parlons de papa, du restaurant, de la vie. J'ai raconté à Ethan des histoires sur son grand-père que j'avais oubliées au fil des ans. Comment papa m'emmenait à la pêche même si aucun de nous n'attrapait jamais rien. Comment il m'a appris à changer un pneu dans l'allée un samedi après-midi. Comment il m'a dit que la valeur d'un homme ne se mesurait pas en dollars, mais dans les vies qu'il touchait. J'ai enfin compris ce que papa essayait de m'enseigner depuis toujours. Le succès n'était pas une question de manoir, de dîner au homard et d'impressionner des gens qui n'avaient pas d'importance.
Le succès consistait à construire quelque chose de significatif, à créer un espace où les gens se sentaient valorisés, à être là pour son enfant, à traiter les autres avec dignité, même quand ils ne vous traitaient pas de la même manière. Le restaurant est devenu plus qu'une entreprise. C'est devenu un centre communautaire. Nous avons commencé à organiser des fêtes d'anniversaire pour les familles qui ne pouvaient pas se les permettre. Gratuitement, avec gâteaux, décorations et repas. Nous nous sommes associés aux écoles locales pour fournir le dîner aux enfants des programmes après l'école dont les parents travaillaient tard. Nous avons embauché des personnes sortant de situations difficiles, des anciens détenus, des personnes en convalescence, des parents seuls luttant pour trouver des employeurs qui s'adapteraient à leurs horaires. Marcus est devenu mon partenaire commercial, s'occupant de tous les aspects juridiques et m'aidant à naviguer dans les réglementations des organisations à but non lucratif. Il a refusé de prendre un salaire, disant que voir le restaurant réussir était un paiement suffisant. Sa femme, Angela, a conçu notre site web et géré notre présence sur les réseaux sociaux. Ils sont devenus une famille, le genre que l'on choisit plutôt que celui dans lequel on est. Un soir, environ 2 ans et demi après l'ouverture, un couple est entré dans le restaurant avec leurs 3 enfants. Je les ai reconnus immédiatement. La famille de cette première nuit, ceux à qui j'avais dit que nous avions besoin de dégustateurs experts pour de nouveaux plats. Le père s'est approché de moi, la main tendue. « Monsieur Bennett, je ne sais pas si vous vous souvenez de nous. »« Si. »« Comment allez-vous ?»« Mieux. Beaucoup mieux. J'ai eu une promotion au travail il y a 6 mois. Nous sommes dans une meilleure situation financière. » Il sortit son portefeuille. « Je voulais vous rembourser pour ce repas et toutes les autres fois où nous sommes venus et où vous avez trouvé des raisons d'offrir la nourriture à nos enfants. Je sais ce que vous faisiez. Je veux payer au suivant. » Il me tendit $500 en espèces. J'ai essayé de les refuser. Ce n'est pas nécessaire. S'il vous plaît, laissez-moi faire ça. Vous nous avez aidés quand nous en avions besoin. Maintenant, je veux aider d'autres familles comme vous avez aidé la mienne. J'acceptai l'argent et le mis directement dans le fonds à but non lucratif. Cela nourrira beaucoup d'enfants. Merci. Sa femme avait les larmes aux yeux. Vous ne savez pas ce que vous avez fait pour nous. C'était des temps sombres. On arrivait à peine à payer le loyer. Et vous nous avez fait sentir que nous comptions, que nos enfants comptaient. Cela nous a donné l'espoir de continuer à nous battre. Après leur départ, je restais dans le restaurant, regardant les tables pleines, les familles mangeant et riant, Ethan faisant ses devoirs dans la banquette du coin tout en levant occasionnellement les yeux pour me faire un signe. Je pensais au manoir de Patricia, à cette table de dîner où mon fils n'avait reçu que de l'eau pendant que d'autres se régalaient. J'avais appris ma place ce soir-là, et elle n'était en dessous de personne. Ce n'était pas dans une hiérarchie déterminée par la richesse ou le statut ou par qui étaient vos parents biologiques. Ma place était ici, créant quelque chose qui comptait vraiment, construisant un héritage dont papa serait fier. La plus grande vengeance n'était pas de détruire Patricia ou de prouver que Linda avait tort. La plus grande vengeance était de devenir si sûr de ma propre valeur, si ancré dans mes valeurs, que leurs opinions devenaient complètement sans importance. Ils avaient essayé de me rabaisser, de me faire sentir petit et sans valeur. Au lieu de cela, ils m'avaient montré par inadvertance ce que je ne voulais pas être, et en rejetant leur cruauté, j'avais trouvé ma raison d'être. J'ai pensé à ce moment où Patricia a fait glisser le verre d'eau vers Ethan et a dit « On ne nourrit pas les extras ». Comment Linda avait ajouté « Tu devrais connaître ta place ». Comment j'avais souri et dit « C'est noté ». J'avais noté, en effet. J'avais noté que leur version de la famille était transactionnelle. Que leur version de l'amour était conditionnelle. Que leur version du succès était creuse. Et j'avais construit quelque chose de différent, quelque chose de mieux, quelque chose de réel. Le restaurant représentait plus que le succès commercial ou la stabilité financière. Il représentait le choix de répondre à la cruauté par la compassion, de répondre à l'exclusion par l'inclusion, de transformer la douleur en raison d'être. Chaque enfant qui mangeait à la table de Bennett, chaque famille qui se sentait accueillie et valorisée, chaque personne qui franchissait les portes et était traitée avec dignité, tous faisaient partie de la réponse à la cruauté de Patricia. Tous étaient la preuve qu'il existe une meilleure façon de vivre, une meilleure façon de traiter les gens, une meilleure façon de définir la valeur. J'ai appris que la famille n'est pas une question de sang ou de biologie. C'est une question de qui est là, qui reste, qui se bat pour vous quand tout s'effondre. Marcus était là. Gary était là. Mon personnel au restaurant était là.
La communauté était là. C'était ma vraie famille. J'ai appris que votre moment le plus sombre peut devenir votre plus grand professeur. Ce soir-là au manoir de Patricia, en regardant mon fils pleurer de faim tout en étant moqué par ses propres parents, j'ai voulu disparaître. J'ai voulu abandonner. Mais Ethan avait besoin que je sois fort. Et en trouvant cette force, j'ai découvert que j'étais capable de plus que je n'avais jamais imaginé. J'ai appris que pardonner ne signifie pas oublier ou excuser. Cela signifie refuser de laisser la toxicité de quelqu'un d'autre empoisonner votre avenir. J'ai aidé Patricia non pas parce qu'elle le méritait, mais parce que ses enfants méritaient une mère et parce que l'aider était cohérent avec les valeurs que je voulais incarner. C'était pour moi, pas pour elle. Plus important encore, j'ai appris que la vraie richesse n'a rien à voir avec l'argent. Je suis riche parce que je peux regarder mon fils dans les yeux et savoir que j'ai fait ce qu'il fallait. Je suis riche parce que j'ai construit quelque chose qui aide les gens. Je suis riche parce que j'ai brisé le cycle de la cruauté et créé quelque chose de mieux pour la prochaine génération. Patricia avait des plateaux de homard et un manoir et tous les attributs du succès. Mais elle a dû tout détruire pour apprendre ce qui comptait vraiment. J'y suis arrivé plus vite parce que je n'ai jamais eu le luxe de prétendre que l'argent pouvait remplacer le caractère. La mesure n'est pas la taille de votre maison ou le prix de votre dîner ou si vous impressionnez les gens dans les country clubs. La mesure est de savoir si vous pouvez vous regarder dans le miroir et reconnaître la personne qui vous regarde, si vos enfants veulent être comme vous, si le monde est un peu meilleur parce que vous y étiez. À cette mesure, je suis la personne la plus riche que je connaisse. 3 ans après ce dîner cauchemardesque, pour le 10e anniversaire d'Ethan, j'ai organisé une fête au restaurant. Pas une grande affaire, juste ses amis de l'école, quelques voisins, et les gens qui étaient devenus notre famille choisie. Patricia est venue avec Madison, Trevor et Chloé. C'était la première fois qu'elle était invitée à un événement familial, et elle semblait nerveuse, mais Ethan, dans sa sagesse et sa gentillesse, est allé vers elle et a dit « Merci d'être venue, tante Patricia. Je suis content que tu sois là. » Elle s'est mise à pleurer, là, au milieu de la fête. Madison l'a serrée dans ses bras et j'ai réalisé que la guérison n'est pas linéaire. Et elle n'est jamais complète. Mais elle est possible. Même après une terrible trahison, même après une cruauté impardonnable, de petits moments de grâce peuvent commencer à réparer ce qui a été brisé. Je n'oublierai jamais ce que Patricia et Linda ont fait. Les blessures qu'elles ont infligées sont profondes. Mais je ne laisserai pas ces blessures me définir. Je ne laisserai pas leur cruauté déterminer comment je traite les autres ou comment je construis ma vie, parce que je connais ma place maintenant. Pas la place que Linda a essayé de m'assigner. Pas la place que Patricia a essayé de me forcer à prendre. Mais la place que j'ai choisie pour moi-même. Ma place est de me tenir droit, avec intégrité, avec compassion, avec mon fils à mes côtés. De construire une vie basée sur des valeurs qui comptent vraiment. Ma place est à une table où tout le monde est le bienvenu, où les enfants sont nourris, où la dignité n'est jamais négociable. Ma place est ici, et je suis exactement là où je dois être. Alors, quand la vie essaie de vous dire que vous n'êtes pas assez, que vous ne méritez pas une place à table, que vous devriez connaître votre place, souvenez-vous de ceci. C'est vous qui définissez votre place. C'est vous qui décidez de ce que signifie le succès. C'est vous qui choisissez si la cruauté vous rend cruel ou si elle vous rend gentil. Choisissez la gentillesse. Choisissez la compassion. Choisissez de construire quelque chose qui compte. C'est le vrai triomphe. C'est la vraie victoire. C'est la vie qui vaut la peine d'être vécue. Et c'est la leçon que mon père a essayé de m'enseigner. La leçon que j'enseigne à Ethan. Et la leçon que j'espère que tous ceux qui franchissent les portes de la table de Bennett emporteront avec eux dans le monde. On ne nourrit pas les extras ici, car il n'y a pas d'extra. Chaque personne compte. Chaque enfant mérite la dignité. Chaque famille mérite une chance. C'est la place que je connais, et c'est là que je resterai. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous déjà été dans une situation où des membres de votre famille vous ont traité injustement ou ont essayé de vous faire sentir inférieur? Comment avez-vous géré la situation? Qu'est-ce qui vous a aidé à avancer? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience pourrait aider quelqu'un d'autre qui traverse quelque chose de similaire. Si cette histoire vous a touché ou vous a fait réfléchir différemment sur le succès, la famille et ce qui compte vraiment dans la vie, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que sa valeur n'est pas déterminée par les opinions des autres.
Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle vous a rappelé que même dans vos moments les plus sombres, vous avez le pouvoir de choisir qui vous devenez. Choisissez la compassion plutôt que la cruauté. Choisissez de construire plutôt que de détruire. Choisissez l'amour plutôt que l'amertume. Prenez soin de vous et les uns des autres.